Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La RETENTION en droit EUROPEEN et compare. La rétention en droit de l'Union européenne. Marie Gauthier, professeure de droit public à l'Université Montesquieu Bordeaux 4, CRDEI. La rétention est en droit de l'Union européenne, un thème très récent. Cela ne saurait surprendre dans la mesure où l'Union ne s'est que tardivement, et de façon lacunaire intéressée aux droits des étrangers. En effet, en dehors des étrangers membres de la famille des ressortissants communautaires dont le sort a toujours été envisagé par les directives relatives aux droits de ces derniers d'entrer et de séjourner dans les autres États membres, la communauté ne s'est initialement pas occupée des ressortissants d'États tiers à la communauté ou à l'Union. Aucune disposition des traités initiaux ne donnait la moindre compétence à la communauté pour légiférer en matière d'étrangers, et si la libre circulation des personnes est bien l'une des 4 grandes libertés qui fondent le marché commun depuis son origine, les personnes en cause ne sont au départ que les ressortissants communautaires. Ce n'est qu'au milieu des années 80 que la volonté de certains États de faire totalement disparaître les contrôles aux frontières intérieures, c'est-à-dire aux frontières entre États membres, rend nécessaire l'édification de règles communes de droit des étrangers. Construit d'abord en marge de la construction communautaire, et notamment dans le cadre des accords de Schengen, la politique de l'Union européenne en la matière a mis du temps à émerger et n'a vraiment pris son essor que depuis le traité d'Amsterdam. Et si elle s'est depuis lors quelque peu autonomisée, elle demeure marquée par un péché originel. Elle est d'abord conçue comme une politique seconde au service d'autres politiques et en particulier de la libre circulation des ressortissants communautaires. C'est pourquoi elle se caractérise toujours par son caractère relativement lacunaire. Le droit des étrangers de l'Union européenne est ainsi d'abord un droit de l'entrée des étrangers sur le territoire commun, et ce n'est que depuis le début des années 2000 que l'Union a timidement investi la question du séjour et du retour, question qui reste dominée par la compétence des États membres. Il n'existe donc que peu de dispositions en droit de l'Union européenne qui traitent de la rétention. Mais le retentissement médiatique de ces dispositions est inversement proportionnel au nombre de textes de droit dérivés qui y sont consacrés. En effet, si une rapide investigation dans les différentes bases de données permet de découvrir qu'il n'existe qu'un texte de droit dérivé traitant de la question, il s'agit de la fameuse directive retour. Fameuse, cette directive l'est en raison des débats pour le moins houleux qui ont été engendrés par son adoption il y a 2 ans. Le 16 décembre 2008 en effet, le Conseil et le Parlement européen adoptaient définitivement et au terme d'une seule lecture, la directive numéro 2815 relative aux normes et procédures applicables dans les États membres au retour des ressortissants d'États tiers en séjour irrégulier. Contrairement à ce que cette adoption relativement aisée au terme d'une procédure démarrée tout juste 3 ans auparavant, ce qui n'est pas si long à l'échelle communautaire, pourrait laisser croire, cette directive a suscité une très forte polémique. En particulier, a été fustigée l'attitude du Parlement européen qui a finalement voté le texte à une assez large majorité, 367 pour, 206 contre et 109 abstentions, grâce notamment au ralliement de nombreux députés PSE. Or, il s'agissait d'une sorte de test pour le Parlement européen puisqu'était en cause la première application dans ce domaine particulièrement sensible de la codécision. Et d'aucuns attendaient du Parlement européen, élu au suffrage universel direct, une attention accrue portée à la défense des droits fondamentaux individuels. Son vote positif le 18 juin 2008 a alors déclenché une véritable tempête médiatique non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Les présidents Hugo Chavez, Rafael Correa et Evo Morales par exemple fustigeant publiquement le texte en des termes particulièrement sévères, le dernier des présidents susnommés ayant ainsi fait paraître dans la presse européenne en juin 2008, notamment The Guardian et Libération, une tribune dénonçant cette « directive de la honte ». Le qualificatif a d'ailleurs fait florès. Or, parmi les dispositions les plus contestées de cette directive, figurait justement celle relative à la rétention des étrangers. À ce seul et ô combien discuté texte de droit dérivé,
s'ajoute un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne datant du 30 novembre 2009 et portant sur son interprétation. Qu'un arrêt soit rendu sur l'interprétation d'une directive avant même l'expiration de son délai de transposition, puisque les États avaient jusqu'au 24 décembre 2010 pour se conformer aux résultats prescrits par la directive, est d'ailleurs pour le moins inhabituel. Cette rapidité s'explique par la célérité de la Bulgarie qui a transposé la directive dès le mois de mai 2009, conjuguée à l'utilisation de la procédure préjudicielle d'urgence, procédure particulièrement rapide puisque depuis sa création en 2008, la durée moyenne de cette procédure est de 2 mois et demi. En dehors donc de la directive retour et de son interprétation jurisprudentielle, fort peu de choses, sauf les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui sont désormais transformées en prescriptions du droit de l'Union. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu certaines décisions relatives à la rétention des étrangers, notamment sur le fondement des articles 3, interdiction des traitements inhumains et dégradants, 5, droit à la liberté et à la sûreté et 8, droit au respect de la vie privée et familiale. Or, depuis le 1er décembre 2009, le droit primaire, pour ne pas dire constitutionnel, de l'Union européenne comporte des dispositions très similaires respectivement aux articles 4, 6 et 7 de la Charte des droits fondamentaux. Et puisque l'article 52 de cette même charte nous indique qu'il convient de l'interpréter autant que faire se peut conformément à la Convention européenne des droits de l'homme, il nous faut en conclure que le droit communautaire de la rétention comporte bien des prescriptions semblables à celles qu'impose aux États le système de la Convention européenne des droits de l'homme, prescriptions qui bénéficient alors de toutes les garanties notamment juridictionnelles qu'emporte le système communautaire. Nous ne nous attarderons toutefois pas sur ces éléments, dans la mesure où ils seront examinés en détail par la communication du professeur Marguenot, tout en gardant à l'esprit que ces prescriptions conventionnelles sont aussi, dans une certaine mesure, des prescriptions communautaires. La présente communication s'attachera donc à examiner les règles qui découlent de la directive « Retour ». Comme nous l'avons indiqué, elle a nourri une intense polémique alors même que l'idée d'une harmonisation européenne sur ce thème bénéficiait à l'origine d'un relatif consensus. C'est donc bien le contenu de la directive, et non son principe qui a fait débat. Plus précisément 2 types de dispositions ont concentré les critiques les plus virulentes. Les premières sont celles touchant à l'interdiction de territoire prononçable à l'encontre des étrangers ayant violé la législation sur les étrangers. La directive permet en effet de porter cette interdiction à 5 ans. Les secondes dispositions contestées sont celles relatives à la rétention et c'est évidemment à elles que nous allons nous intéresser. Alors que l'article 1 de la directive s'ouvre en indiquant que les règles de retour doivent être fixées, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection de réfugiés et de droits de l'homme, d'aucuns ont estimé que les dispositions relatives à la rétention violaient cet objectif. Est-ce le cas ? Les prescriptions de la directive retour relative à la rétention constituent-elles un progrès ou une régression dans la protection des droits des étrangers ? Ni l'un, ni l'autre ou peut-être l'un et l'autre sommes-nous tentés d'avancer. En effet, comme souvent dans ce domaine politique si sensible, l'harmonisation n'est que minimale, les dérogations, aménagements, renvois aux droits nationaux et autres clauses minimales que les États sont libres de renforcer ménagent de larges marges de manœuvre aux États. Comme souvent, l'article 4 de la directive rappelle que les États sont libres de maintenir des dispositions qui seraient plus favorables aux étrangers. De surcroît, la très grande disparité initiale des droits nationaux fait que ces prescriptions communautaires minimales sont dans certains États un grand progrès, dans d'autres l'opportunité offerte d'aggraver la situation des étrangers. Enfin, les négociations intenses entre États et entre institutions ont abouti à des compromis byzantins et le texte qui en découle est, il faut bien l'admettre, très mal écrit et source de doutes importants que la maigre jurisprudence n'a pu que très imparfaitement dissiper. Une certaine prudence s'impose par conséquent. C'est cette situation en demi-teinte que je voudrais m'efforcer de présenter en examinant les prescriptions communautaires relatives aux retenues. 1. Avant d'étudier celles relatives à la rétention. 2. 1. Le retenu. L'un des apports, et pas nécessairement le plus positif,
des 4 articles qui composent le chapitre de la directive Retour consacré à la rétention à des fins d'éloignement, est de donner le sentiment que la rétention est une modalité normale d'exécution des décisions d'éloignement. D'ailleurs, la proposition initiale avait retenu le terme trompeur de garde temporaire. Et c'est le Parlement européen qui a souhaité, dans un louable souci de vérité, rétablir celui beaucoup plus exact de rétention. Rendue banale, la rétention pourrait même être rendue obligatoire dans certaines hypothèses, la rédaction peu claire de la directive ne permettant toutefois pas d'en être absolument certain, nous y reviendrons. En toute hypothèse, la directive autorise bien les États à placer en rétention certains étrangers. Mais lesquels ? À dire vrai, le champ d'application personnel de la rétention est défini par la directive par une superposition de plusieurs critères. En premier lieu, elle ne doit en principe viser que les étrangers qui font l'objet d'une procédure de retour, ce qui renvoie implicitement mais nécessairement aux 3 critères définissant le champ d'application général de la directive. Autrement dit, il doit s'agir d'un étranger, en situation irrégulière, sur le territoire d'un État membre. Mais pour ce qui concerne la rétention, l'article 15 ajoute d'autres critères tenant à la complexité du retour. Ainsi, 4 critères d'inégale importance doivent au total être envisagés. L'un d'entre eux a trait davantage au champ d'application géographique de la directive en général et n'est pas propre à ce texte. Il s'agit de la situation de l'étranger qui doit être sur le territoire d'un État membre. En effet, les États membres ici visés ne sont pas les États membres de l'Union européenne dans la mesure où la politique d'immigration se déploie selon une géographie très particulière, usuellement appelée l'espace Schengen. Les États concernés sont donc les États membres de l'Union européenne, moins le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark, mais plus la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. S'agissant du retenu lui-même, la directive autorise donc la rétention de personnes présentant cumulativement 3 caractéristiques que nous examinerons successivement. Il doit s'agir d'un étranger A, en situation irrégulière, B, dont le retour est possible mais compliqué, C. A, un étranger. La directive Retour en général et les dispositions relatives à la rétention en particulier ne peuvent s'appliquer qu'aux étrangers. Cela pose alors inévitablement la question de la définition de ce que l'on entend par étranger. En fait, la directive elle-même est un peu plus précise puisqu'elle ne parle pas d'étrangers, mais de ressortissants d'États tiers. En effet, au regard du droit communautaire, les étrangers sont bien les étrangers à l'Union et les citoyens européens ne sont pas visés par ces dispositions. Mais même avec cette précision, il faut bien reconnaître que la directive souffre d'un vice inhérent à l'inachèvement de la politique d'immigration, et qui tient à ce que la nationalité étant du ressort des droits nationaux, le champ d'application de la rétention varie par hypothèse d'un État à l'autre. Quoi qu'il en soit, les citoyens européens sont exclus du champ d'application de la directive Retour. Cependant, dans la mesure où précisément la directive ne traite pas de cette catégorie, elle laisse entière la question de savoir si le droit de l'Union interdit catégoriquement la rétention aux fins d'éloignement pour les citoyens européens. Il faut alors rechercher dans les autres dispositions du droit de l'Union. Hélas, une telle investigation est quelque peu décevante. Il n'existe à notre connaissance pas de norme européenne qui exclut explicitement et définitivement une telle hypothèse, ni dans la directive numéro 2004/38 qui encadre très fortement mais n'interdit pas complètement l'éloignement des ressortissants communautaires, ni dans la jurisprudence de la Cour. Néanmoins, il nous semble que la logique des articles 27 et suivants de la directive de 2004, qui font de l'éloignement une mesure très exceptionnelle et plus encore la jurisprudence de la Cour, que la directive codifie en partie, devrait en principe s'opposer à la rétention d'un citoyen européen aux fins d'éloignement. La question est d'autant plus importante que la directive Retour n'exclut pas de son champ d'application que les ressortissants communautaires, sont plus globalement exclus toutes les personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, c'est-à-dire non seulement les citoyens européens, mais aussi les membres de leur famille, enfants mineurs ou à charge, conjoints ou parents à charge, et les ressortissants d'États ayant signé avec Union des accords internationaux leur offrant un droit à la libre circulation. A priori, ces étrangers-là ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de rétention sur le fondement de la directive Retour,
et ne peuvent même sans doute pas faire l'objet de mesures de rétention tout court, même s'il existe un doute résiduel. Il faut enfin indiquer que, pour certaines catégories d'étrangers, ce qu'on appelle en général les personnes vulnérables, la question de l'interdiction complète de leur rétention a été soulevée lors du débat relatif à la directive Retour. C'est ainsi que certains amendements parlementaires avaient prévu l'interdiction totale de rétention des mineurs. Cette solution n'a toutefois pas été retenue, et à la place des conditions spécifiques de rétention ont été prévues comme nous le verrons ultérieurement. Le débat n'est toutefois sans doute pas clos puisque la Commission a présenté au printemps 2010 un plan d'action pour les mineurs isolés, qui devrait permettre de rediscuter de cette question, le Comité économique et social européen ayant par ailleurs indiqué qu'il souhaitait une interdiction de la détention non seulement pour les mineurs mais aussi pour les femmes enceintes et les malades. Ainsi peuvent être retenus les ressortissants d'États tiers, même mineurs ou malades, sauf s'ils sont membres de la famille d'un ressortissant communautaire ou s'ils sont eux-mêmes ressortissants d'un État ayant signé un accord de libre circulation avec l'Union. Encore faut-il qu'ils soient en situation irrégulière. B. En situation irrégulière. C'est sans doute sur ce critère que la latitude des États est la plus forte. De façon liminaire, et comme pour la définition de l'étranger, il convient de souligner qu'à ce stade également le problème initial vient de ce que la définition de l'étranger en situation irrégulière demeure très largement une définition nationale. Certes, le droit communautaire définit certains éléments de l'irrégularité de l'entrée et du séjour, mais ils ont trait essentiellement à l'entrée pour des séjours de courte durée, c'est-à-dire de moins de 3 mois. Si le droit de l'Union comporte bien des éléments sur l'immigration de longue durée au travers du regroupement familial 16 ou de l'immigration des diplômés, ces éléments sont parcellaires et laissent une importante marge de manœuvre aux États. Il faut donc convenir que la définition de l'étranger en situation irrégulière, et par conséquent celle du champ d'application de la rétention reste largement dépendante des droits nationaux. À ces données que l'on peut qualifier de structurelles au regard du droit communautaire des étrangers, s'ajoute une variable propre à la directive Retour. En effet, ce texte permet aux États, s'ils le souhaitent, de ne pas l'appliquer aux étrangers interceptés à la frontière alors qu'ils la franchissaient de manière irrégulière, à ceux qui, toujours à la frontière, font l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire et enfin aux étrangers sous le coup d'une double peine ou d'une décision d'extradition. Pour tous cela signifie que les États pourront s'ils le souhaitent continuer de les placer en rétention, mais sans que les garanties prévues par la directive et que nous examinerons dans la seconde partie ne leur soient applicables. Il y a là une exclusion peu compréhensible autrement que par le souhait récurrent des États de conserver le maximum de liberté en matière d'immigration. Mais cela limite d'autant l'intérêt des prescriptions communautaires en matière de rétention. Enfin, dernière question ayant trait à l'irrégularité de la situation mal réglée par la directive Retour et ayant fait l'objet de débats, c'est la question de l'éventuelle rétention des demandeurs d'asile. En principe, le fait que la directive réserve la rétention aux étrangers dont la situation est irrégulière devrait en toute logique interdire à contrario la rétention des demandeurs d'asile avant qu'une décision négative n'ait été prise. De fait, d'aucuns ont milité pour que la directive Retour prévoie explicitement une interdiction de rétention pour les demandeurs d'asile. Mais telle n'est pas la solution retenue. En effet, les demandeurs d'asile sont hors du champ d'application de la directive Retour. Leur éventuelle rétention est alors encadrée par la directive numéro 2005/85 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié. Or, cette directive interdit la rétention pour le seul motif que l'intéressé est un demandeur d'asile, mais non la rétention elle-même. Toutefois, sur cette question également, le débat devrait être réouvert par la refonte du régime commun de l'asile aujourd'hui en cours. Enfin, troisième et dernier élément, la rétention ne peut viser en principe qu'un étranger, en situation irrégulière et dont le retour est possible mais compliqué. C'est un retour possible mais compliqué. Conformément au principe de proportionnalité qui devrait irriguer l'ensemble de la directive, la rétention n'est pas de principe pour tous les étrangers en situation irrégulière. Pour pouvoir être placés en rétention, les étrangers en situation irrégulière devraient également remplir 2 autres conditions évoquées par la directive. Tout d'abord,
la rétention n'est possible que pour les étrangers qui font l'objet d'une procédure de retour et précisément dans le but de préparer ce retour. Il y a là une limitation fondamentale car, si l'éloignement n'est pas envisageable pour quelque motif que ce soit, et c'est une hypothèse relativement fréquente, lorsqu'il n'existe pas ou plus de perspective raisonnable d'éloignement pour reprendre les termes de la directive, il ne peut y avoir de rétention. Alors même que cette limite est importante sur le plan des principes, il est possible de regretter l'imprécision relative des termes employés. La directive ne détermine pas les hypothèses dans lesquelles il faudrait obligatoirement considérer qu'il n'existe plus de possibilité raisonnable de retour, en dehors de l'évocation un peu vague de ne maintenir la rétention que pour autant que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Il faut cependant garder à l'esprit que cette notion est et sera encore davantage interprétée par la Cour de justice, et que sa jurisprudence va très utilement compléter les silences de la directive. Ainsi, dans l'affaire Katzoef, la Cour a indiqué que la perspective raisonnable d'éloignement devrait être comprise comme renvoyant à une perspective raisonnable d'éloignement dans le délai maximum de rétention possible, délai sur lequel nous reviendrons dans la seconde partie, et que dans l'espèce en cause, il n'existait donc pas de telle perspective raisonnable. La jurisprudence de la Cour sera en revanche nécessairement insuffisante au sujet du second critère évoqué par la directive, et qui n'est pas une condition obligatoire. En effet, en principe pour pouvoir être placé en rétention il faut en outre qu'existe un risque de fuite ou que l'étranger évite ou empêche la préparation du retour, selon les termes employés par la directive. Là encore on trouve en filigrane la volonté de limiter la rétention aux situations où elle serait nécessaire. Mais cette bonne volonté est triplement contrecarrée. Elle l'est d'une part par le flou qui entoure ici aussi la formulation de cette condition. Rien dans la directive ne permet d'encadrer même de façon indicative l'appréciation par l'État des éléments permettant d'identifier un risque de fuite, ou d'apprécier les obstacles que l'étranger mettrait à son retour. Par suite, cette appréciation reste à l'entière discrétion de l'État. D'autre part, la volonté de limiter la rétention au retour problématique est illusoire parce que dans ce contexte de flou, la double condition elle-même permet d'englober tous les étrangers en situation irrégulière ou presque. Il est en effet peu fréquent qu'un étranger qui s'est donné beaucoup de mal pour venir en Europe fasse preuve d'un enthousiasme forcené pour rentrer dans son pays d'origine. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, la directive ne limite pas la rétention à ces seules hypothèses puisqu'elle indique en réalité que la rétention vise tout étranger en situation irrégulière qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, en particulier lorsque il existe un risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Ce en particulier permet alors, aux États qui le souhaitent, de ne pas introduire semblable limitation dans leur législation. On le voit, pour les étrangers en situation irrégulière dépourvus de tout lien avec un ressortissant communautaire, la rétention est très largement autorisée par la directive. Et il est même possible de se demander si elle n'est pas, dans certaines hypothèses, imposée. Les dispositions spécifiques relatives à la rétention peuvent en effet être lues de différentes manières. Elles débutent en effet en indiquant que, à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, ce début de phrase semblant impliquer que dans le cas contraire, il y aurait une obligation. Mais elles se poursuivent en posant qu'alors, les États membres peuvent uniquement placer en rétention, l'usage du verbe pouvoir impliquant une simple faculté à moins que les termes peuvent uniquement se rapportent exclusivement aux personnes visées et non à la rétention elle-même qui pourrait alors bien être une obligation. On le voit, ces dispositions ne sont pas d'une interprétation aisée. Fort heureusement, l'article 4 de la directive indique que l'ensemble de ces dispositions n'empêche pas un traitement national plus favorable et il faut donc en déduire que la directive ne peut imposer aux États la rétention de certains étrangers. Il n'en demeure pas moins que cette formulation ambiguë témoigne de l'orientation d'un texte qui a donné à la rétention un champ d'application personnel potentiellement très large. En revanche, la directive encadre de façon plus substantielle la rétention. La rétention. Paradoxalement,
alors que ce sont précisément les exigences entourant la rétention elle-même qui ont suscité les réactions les plus vives. C'est à ce stade que l'apport de la directive nous semble être le plus notable. Ce décalage entre le jugement communément porté et l'appréciation plus nuancée ici défendue s'explique en partie au moins par le fait que la situation initiale était terriblement hétérogène, et que la situation française était, sur un plan strictement juridique, plutôt parmi les plus favorables pour les étrangers. Dans ces conditions, ce qui a pu apparaître comme une régression au regard du droit français est au contraire un progrès notable pour les droits des étrangers retenus dans certains États, l'affaire Kadzoev précitée démontrant par exemple que tel est clairement le cas en Bulgarie. La directive Retour apporte en effet, d'une part en encadrant les modalités de la rétention et d'autre part en imposant un certain nombre de garanties procédurales. A. Les modalités de la rétention. Les articles 15 et 16 de la directive Retour imposent deux types d'obligations aux États membres. Les premières concernent la durée de la rétention et les secondes les conditions de la rétention. S'agissant de la durée de rétention, il s'agit sans aucun doute de ce qui a été le plus violemment critiqué puisqu'au terme des 5 paragraphes ayant trait plus ou moins directement à la durée de rétention, il apparaît que les États peuvent porter la durée de rétention jusqu'à 18 mois. En effet, et au-delà de l'affirmation de principe selon laquelle la rétention doit être la plus courte possible et qu'elle doit cesser dès que les conditions définies en première partie ne sont plus réunies, la directive indique que les États membres doivent fixer une durée maximale de rétention qui ne peut excéder 6 mois. Toutefois, elle ajoute aussitôt que dans des cas exceptionnels elle peut être allongée de 12 mois supplémentaires 28. Certes, ces 12 mois de plus ne peuvent être prévus que dans 2 hypothèses limitativement énumérées. Mais la formulation retenue pour déterminer ces hypothèses est telle qu'il s'agit d'hypothèses particulièrement larges. Qu'on en juge, la durée de la rétention peut être portée à 18 mois maximum en raison du manque de coopération de l'étranger concerné, ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. Les États peuvent donc assez aisément porter cette durée à 18 mois. S'agit-il alors d'une insupportable régression ? La réponse est assez largement négative. D'une part, il s'agit d'un indéniable progrès dans tous les États membres où la rétention était avant cela illimitée et ils étaient assez nombreux. Danemark, Estonie, Finlande, Lituanie, Pays-Bas, Royaume-Uni ou encore Bulgarie. M. Kadzoev, par exemple, a été placé dans le centre spécial de rétention des étrangers de Sofia en 2006, et y est demeuré sans discontinuité jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne statue sur son sort après donc un peu plus de 3 ans de rétention. Il faut à ce sujet indiquer que la Cour a, dans cette affaire, apporté d'importantes précisions sur la computation de ces délais, certaines favorables aux étrangers, d'autres moins. On nous objectera que cette durée maximale est une régression pour les États dans lesquels elle est bien inférieure à 18 mois, et notamment en France où, faut-il le rappeler, cette durée est pour le moment fixée à 32 jours, ce qui en fait la durée la plus courte de toute l'Union européenne. Certes, la directive n'interdit évidemment pas de maintenir des délais plus courts, et rien n'oblige la France, l'Espagne ou la Belgique à augmenter la durée maximale de rétention. Reste que et d'autres directives en matière de regroupement familial ou de résidents de longue durée l'ont démontré, les États prennent souvent prétexte des directives européennes pour durcir leur législation faisant mine de confondre plafond et obligations. C'est ainsi que l'Italie avait annoncé après l'adoption de la directive Retour qu'elle ferait passer la durée maximale de rétention de 40 jours à 18 mois. Au-delà de la durée, la directive Retour impose également certaines conditions de détention. Il convient à cet égard de distinguer les étrangers normaux des personnes vulnérables. Pour les étrangers normaux, et contrairement à ce qui avait été un temps envisagé, la directive n'impose pas la rétention dans des centres de rétention spécialisés. Elle l'encourage mais autorise toutefois la rétention dans des établissements pénitentiaires, à condition qu'une séparation soit organisée. En revanche, elle impose bien que les étrangers soient autorisés à communiquer avec leurs familles, leurs avocats et les autorités consulaires de leur État d'origine. De même, la présence des organisations non gouvernementales dans les lieux de rétention est consacrée, et l'État a l'obligation d'informer le retenu des activités de ces dernières.
S'agissant des personnes vulnérables et outre le rappel de l'obligation de soins des retenus malades, il faut surtout souligner l'attention portée aux conditions de rétention des mineurs et des familles auxquelles un article spécifique est consacré. Il s'agit là de la contrepartie accordée par les États aux parlementaires, en échange de la possibilité de placer des mineurs en rétention. Mais la compensation est évidemment assez faible car au-delà de la pétition de principe, durée de rétention aussi brève que possible, prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ou encore hébergement des mineurs dans la mesure du possible, dans des lieux adaptés à leur âge, seuls deux droits subjectifs peuvent effectivement en être tirés. Celui d'un hébergement séparé pour les familles et celui d'un accès à des activités récréatives et à l'éducation pour les enfants. Ajoutons enfin qu'un afflux massif d'étrangers en situation irrégulière permet à l'État, le cas échéant, de s'affranchir de ces contraintes 37. À ces conditions de fond s'ajoutent des garanties procédurales. B. Les garanties procédurales. Classiquement, la directive consacre un certain nombre de garanties procédurales qui certes peuvent paraître élémentaires mais qui là encore n'existaient pas partout. Elles concernent principalement la décision qui ordonne la rétention. Celle-ci doit être écrite et motivée. Elle peut être prononcée soit par un juge, soit par une autorité administrative, mais dans ce dernier cas elle doit obligatoirement pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré. Il faut regretter que l'exigence d'un contrôle dans les 72 heures qui avait été envisagée a finalement été remplacée par une formule beaucoup plus vague et moins contraignante pour les États puisque le contrôle juridictionnel doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention. Autant dire que les États restent libres de fixer un délai, plus ou moins long. De surcroît à ce stade également une situation d'urgence caractérisée par un afflux massif de personnes en situation irrégulière peut permettre à l'État de déroger au délai qu'il s'est lui-même fixé. Enfin, la directive prescrit aux États de prévoir un réexamen régulier de la décision de rétention, assorti le cas échéant d'un contrôle juridictionnel. Une fois encore, on peut regretter que la périodicité n'ait pas été fixée avec davantage de précision, la directive prescrivant simplement un réexamen à intervalles raisonnables. En dépit de la virulence du débat médiatique qui a entouré son adoption, l'examen de la directive nous conduit à un bilan nuancé. Certes, elle ne constitue pas, loin s'en faut, le socle idéal d'un droit communautaire de la rétention. Elle mérite sans conteste de sévères critiques et de fortes réserves. Elle est mal écrite, porte les stigmates de compromis bancal et d'accords mous et n'offre pas suffisamment de garanties aux étrangers placés en rétention. Mais ces jugements sévères doivent aussi tenir compte du fait qu'il s'agit d'une première harmonisation dans ce domaine, et que la situation de départ présentait un degré particulièrement élevé d'hétérogénéité entre les États membres. Cela ne signifie évidemment pas qu'une directive allant plus loin n'aurait pas été, et de loin, préférable. Cela ne signifie pas que demain, un tel texte ne sera pas possible. Cela signifie simplement que telle qu'elle est, elle apporte un petit mieux et que s'il ne faut sans doute pas s'en contenter, on peut néanmoins s'en féliciter. La rétention en droit européen. Jean-Pierre Marguenaud, professeur de droit privé à l'Université de Limoges. Il y a quelques mois à Saint-Étienne, à l'initiative des professeurs Pascal Demier et Baptiste Bonnet, j'avais été invité comme professeur de droit privé à former un duo avec la professeure de droit public Diane Roman, pour apporter une commune contribution européaniste et doctrinale à la question cruciale. La summa divisio droit public-droit privé a-t-elle encore un intérêt ? Pour l'organisateur du colloque pré-estival de Pau, Olivier Lecuc, que je remercie chaleureusement, la summa divisio des juristes n'a décidément plus aucun intérêt puisque, à la stupeur de ma famille et de quelques collègues limougeaux et à ma grande satisfaction, il m'a fait l'honneur de m'élever à la dignité de professeur de droit public. Décidément, quand on s'entête à faire du droit de la Convention européenne des droits de l'homme, droit transversal, pluridisciplinaire et transsexuel par excellence, on finit par perdre son identité. Peut-être y a-t-il un espoir de la reconstruire par contraste avec les communautaristes, s'il est encore permis de les dénommer de cette manière, qui ont délégué aujourd'hui la plus éminente des représentantes de l'école de Bordeaux, Marie Gauthier. En matière de droits fondamentaux de l'homme,
Il y a toujours entre le droit de l'Union européenne et le droit du Conseil de l'Europe une petite émulation ravivée par l'entrée en vigueur le 1er décembre 2009 de la Charte des droits fondamentaux et que la brûlante question de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme ne manquera pas de faire dégénérer dans les mois et les années à venir. En attendant le déclenchement des hostilités, il s'agit de courtoises et conviviales stimulations intellectuelles. À ce petit jeu, les européanistes sont souvent à leur avantage, car il ne leur est pas très difficile de démontrer que la Cour de Luxembourg ne perd pas beaucoup d'occasions de confronter la thèse de Philippe Madallon et que, par conséquent, les droits fondamentaux qu'elle reconnaît sont sous l'étroite dépendance de la notion de marché qui structure sa jurisprudence. Il est par exemple tout à fait récréatif et jubilatoire de démontrer que les célèbres arrêts de la CJ encore CE. Viking et Laval des 11 et 18 décembre 2007 contrebalançant le classement inédit du droit de grève parmi les droits fondamentaux par leur implacable subordination au principe de libre circulation, font figure de véritable imposture sociale quand on les confronte à L'. Arrêt de la Cour de Strasbourg Énergie Yapi Yolsen et Turquie du 21 avril 2009, qui lui consacre le droit de grève en obligeant à justifier les atteintes que les contraintes économiques conduisent à lui porter. Il est malheureusement une question qui oblige les turiféraires de la CEDH à battre en retraite face aux zélateurs de l'Union européenne. C'est celui du droit des étrangers même si l'égalité a été rétablie, mais par le bas, en raison de la directive Retour de la honte, dont vous a entretenu Marie Gauthier. Sans doute, à défaut de dispositions conventionnelles spécifiques autres que l'article 4 du protocole numéro 4 relatif aux expulsions collectives et quelques autres allusions, la Cour européenne des droits de l'homme a-t-elle eu le mérite d'offrir aux étrangers une protection dite par ricochet qui rivalise parfois avec celle que leur accorde le droit communautaire. C'est ainsi par exemple que l'arrêt Aristimuno Mendizabal C. France du 17 janvier 2006 a jugé qu'une ressortissante basque de nationalité espagnole, mariée à un ancien dirigeant de l'ETA incarcéré puis extradé, avait été victime d'une violation de son droit au respect de la vie privée parce que, au bout de 14 ans, le droit français et le droit communautaire n'avaient pas trouvé le moyen d'obliger les autorités françaises à lui délivrer un titre de séjour. C'est cependant le droit des étrangers qui a le plus souvent conduit la Cour de Strasbourg à oublier qu'elle est aussi la Cour européenne des droits des hommes, des femmes et des enfants. Elle portera encore longtemps la tâche de l'arrêt, de grande chambre, 1h C. Pays-Bas du 11 octobre 2006, qui, au nom du principe de droit international bien établi suivant lequel les États ont le droit de contrôler l'entrée de non-nationaux sur leur sol, a estimé que l'éloignement des Pays-Bas d'un Turc qui y était entré à l'âge de 12 ans au titre d'un regroupement familial et qui y vivait en concubinage avec une Batave dont il avait eu 2 enfants de nationalité néerlandaise, n'entraînait aucune violation de son droit au respect de la vie privée et familiale. Elle portera encore longtemps comme une marque de déshonneur l'arrêt également de Grande Chambre, CC, Royaume-Uni du 27 mai 2008 par lequel, dans un moment d'égarement, elle a estimé que l'expulsion d'une jeune Ougandaise malade du sida dont l'état était stabilisé grâce à des médicaments antirétroviraux, ne constituait pas un traitement inhumain, alors pourtant que son espérance de vie redevenue à peu près normale serait à nouveau réduite à quelques mois dans son pays où les médicaments salvateurs sont inaccessibles. Confrontée aux droits des étrangers, la Cour de Strasbourg a donc un double visage. La rétention administrative est une des questions qui lui permettent de montrer ce double visage. Compréhensif à l'égard des États qui se débattent pour que le navire, toujours plus déstabilisé par la crise économique et financière, ne viennent pas à chavirer à cause de l'embarquement intempestif de passagers importuns, compatissant pour des êtres humains qui finalement n'ont pas commis d'autre faute que celle bien involontaire d'être au monde. Le placement en rétention administrative, 1, donne lieu à une appréciation très politique, tournée vers l'efficacité. Le déroulement de la rétention administrative, 2, laisse place à un peu d'humanisme et à la protection. 1. Le placement en rétention administrative. La question centrale soulevée par le placement en rétention administrative est celle de savoir s'il est compatible avec le droit à la liberté et à la sûreté garanti par l'article 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au terme duquel nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas limitativement énumérés et selon les voies légales.
Pour qu'une mesure puisse constituer une violation de l'article 5.1, il faut donc tout d'abord qu'il s'agisse d'une privation de liberté et non d'une restriction à la liberté de circulation soumise à l'article 2.4 du protocole numéro 4. Il faut encore qu'elle n'ait pas été prononcée suivant les voies légales. Il faut surtout qu'elle ne réponde à aucun des 6 cas énumérés par ledit article qui précise les buts au nom desquels une privation de liberté peut être légitimement décidée. Le point de savoir si un placement en rétention administrative est une privation de liberté a été résolu par l'antique arrêt Amur. En droit de la Convention européenne des droits de l'homme, un arrêt est récent quand il n'existe pas encore, c'est-à-dire quand il a été rendu depuis moins de 3 mois par une chambre et qu'il est encore susceptible d'un renvoi devant une grande chambre. C'est déjà un vieil arrêt quand il devient définitif. L'arrêt Amur C. France qui date du 25 juin 1996, c'est-à-dire du siècle dernier, est bien un arrêt antique. Il n'en conserve pas moins une place de choix dans la mémoire des spécialistes du droit des étrangers, parce qu'il les a aidés à prendre conscience de l'existence d'une nouvelle arme juridique relativement efficace. En l'espèce, 4 frères et sœurs somaliens qui étaient arrivés à Orly en provenance de Damas en mars 1992, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1992, s'étaient heurtés à un refus d'entrée sur le territoire et à l'échec de leur demande d'accès au statut de réfugiés. Après avoir, pendant 3 semaines, partagé leur temps entre le salon espace de l'aéroport et l'hôtel Arcade dont une partie avait été louée par le ministère de l'Intérieur pour la transformer en zone d'attente, ils avaient été renvoyés vers la Syrie. Leur affaire ayant été portée à Strasbourg, avec l'aide de la CIMAD, le gouvernement français avait tenté d'écarter le risque de condamnation pour violation de l'article 5.1 en faisant valoir qu'il était inapplicable. En effet, selon lui, on ne pouvait pas parler de privation de liberté, mais de simple restriction parce que, en définitive, si la zone de transit était fermée vers la France, elle restait largement ouverte vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la Somalie, vers la Syrie ou vers l'enfer. Or, la Cour de Strasbourg dénonçant le caractère théorique, sinon cynique, de cette sagace observation et tenant compte du fait que la mesure litigieuse avait été appliquée, non pas à des auteurs d'infractions, mais à des étrangers craignant pour leur vie dans leur propre pays, a estimé que le maintien sous surveillance dans la zone de transit équivalait à une privation de liberté. Le placement en rétention administrative, quelle que soit d'ailleurs la dénomination des locaux distincts des établissements pénitentiaires où elle est pratiquée, relève bien du champ d'application de l'article 5.1, lequel en l'affaire Amur avait d'ailleurs été violé parce que, avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1992, les décrets et circulaires sur lesquels reposait le placement en zone d'attente n'avaient pas la qualité et la précision des apostrophes. Une loi au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. La privation de liberté subie par la fratrie Amur n'avait donc pas été réalisée suivant les voies légales, c'est-à-dire qu'elle était arbitraire. Pour qu'un placement en rétention administrative ne soit pas arbitraire, il ne suffit pas d'ailleurs qu'il ait été prévu par une loi fixant la voie légale et que cette voie ait été suivie. Il faut encore qu'il n'y ait pas eu, comme dans l'affaire Concas et Belgique du 5 février 2002 de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités. Il faut aussi qu'elle n'excède pas un délai raisonnable. Il faut également qu'elle soit appropriée au particularisme de la situation de personnes qui ne sont pas toujours des auteurs d'infractions pénales. Il faut enfin qu'elle soit étroitement liée au but poursuivi à l'encontre de l'étranger. Ce but qui correspond au cas de privation de liberté autorisé par la lettre F de l'article 5.1 est le suivant. Empêcher la personne de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou permettre d'exécuter contre elle une procédure d'expulsion ou d'extradition en cours. Il y a donc dans cet article 5.1 deux volets. L'un concernant les étrangers qui ne sont pas encore entrés sur le territoire, comme dans le cas de la fratrie Amur, et ceux que l'on cherche à en faire sortir parce qu'ils ont souvent commis des infractions pénales ici ou ailleurs. Les conditions, très compréhensives pour les États, de la privation de liberté des étrangers relevant du second volet ont été fixées par le vieil et important arrêt Charles C. Royaume-Uni du 25 novembre 1996 qui, il faut le souligner, ne correspond pas à un cas de rétention administrative, puisque l'intéressé avait attendu son expulsion dans un établissement pénitentiaire. L'interprétation du premier volet de l'article 5.1f,
qui se prête mieux à une mesure de placement en rétention administrative puisqu'au moment où il lui est soumis, l'étranger n'a pas eu le temps de commettre, au moins ici, d'infraction, a fait l'objet des apostrophes. Importante et sévère précision par un arrêt de Grande Chambre Saadi C. Royaume-Uni du 29 janvier 2008, à ne pas confondre avec un autre arrêt de Grande Chambre Saadi C. Italie du 28 février 2008, précieux pour avoir hautement affirmé que les exigences de la lutte contre le terrorisme ne pourraient justifier d'exception au caractère indérogeable de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Notre arrêt Saadi concerne un médecin kurde iranien qui avait été placé dans un centre de rétention administrative à la mode anglaise à son arrivée à Isro fin décembre 2000. L'arrêt Saadi est lourd de menaces pour les étrangers du premier volet. Il précise en effet qu'il serait artificiel de distinguer les deux aspects du texte pour soumettre les étrangers qui relèvent du premier, auquel nulle infraction ne peut être reprochée, à des conditions plus strictes d'appréciation de la légalité et de la régularité de leur détention que celles définies pour les expulsables et les extradables du second volet. Surtout, il a précisé pour la première fois le sens de la formule, pour empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire. Or, à la grande déception des associations et des militants concernés, la Grande Chambre a rejeté l'idée que si un demandeur d'asile se présente de lui-même au service de l'immigration, cela signifie qu'il cherche à pénétrer régulièrement dans le pays avec cette conséquence que la détention ne peut se justifier sous l'angle de la première partie de l'article 5.1. L'arrêt Saadi a donc sèchement écarté toute idée de bonne foi du demandeur d'asile, pour le précipiter sur le chemin solitaire du centre de rétention administrative. En définitive, ce déluge de précision interprétative ne fait qu'assouplir les conditions imposées aux États pour pouvoir placer des étrangers en rétention administrative. Autrement dit, l'interprétation de l'article 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme délivrée par la Cour EDH soumet les États à des conditions tellement rudimentaires qu'il leur faudrait avoir nommé des ministres de l'Intérieur ou de l'Immigration particulièrement benets pour s'exposer à des condamnations européennes en raison du placement d'étrangers en rétention administrative. Dans la langue officielle de la basse République française qui envahit chaque semaine un peu plus les revues juridiques, cela pourrait se dire de la manière suivante. Au final, les règles dédiées à la rétention administrative des étrangers par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre de sa jurisprudence ne peuvent pas beaucoup impacter les politiques migratoires des États européens. Toujours est-il que depuis l'arrêt Amur, les constatations de violation de l'article 5.1f en raison de placement en rétention administrative sont devenues rarissimes. On prend mieux conscience de cette léthargie de l'article pertinent à la lecture de l'arrêt Gebremedine C. France du 26 avril 2007. Cet arrêt Gebremedine relatif au refus du droit de demander asile à la frontière opposé à un journaliste érythréen, placé en zone d'attente à son arrivée à Roissy le 29 juin 2005, est un arrêt important en droit des étrangers. Il est important pour avoir permis aux praticiens de mieux comprendre, après l'arrêt Aoulmi C. France du 17 janvier 2006 relatif, lui, à un étranger expulsable, relevant du second volet, que l'utilisation judicieuse d'une mesure provisoire est dictée par la Cour de Strasbourg sur le fondement de sa jurisprudence Mamaskulov et Askarov C. Turquie du 4 février 2005. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.